la parole du président Macron, qui est intervenu sous forme d'Instagram, c'est bien ça ? Instagram, sur la forme d'un audio. C'est-à-dire que c'est simplement sa voix qu'on entend et il répond à une internaute qui lui a posé une question assez candide d'ailleurs et il lui répond directement. Écoutez, c'est bien de poser des questions candides. Moi, je ne suis pas contre poser une question candide au président de la République s'il accepte de répondre à ma question candide. Donc, écoutons cet échange. Je vais le demander sur Instagram. Est-ce que vous pouvez enlever la guerre, s'il vous plaît ? Parce que vous avez trop ouvert votre bouche, je trouve. J'ai pas fini de vivre. Et j'ai pas envie qu'il y ait la guerre. Alors je comprends très bien et j'entends votre inquiétude, mais je voulais être très clair, vous n'allez pas faire la guerre du tout. Et vous allez continuer de vivre. Qu'est-ce qui se passe ? Les États-Unis et Israël ont lancé des opérations militaires en Iran. Parce que l'Iran avait pris des décisions très dangereuses pour tout le monde. Elle développait des armes nucléaires, elle avait des armes qu'on appelle balistiques, elle déstabilisait la région. Et elle avait massacré son peuple. Et en représailles des frappes que les États-Unis et Israël ont lancées, l'Iran frappe toute la région. Alors la France, elle ne fait pas partie de cette guerre. Nous, on n'est pas au combat et on ne va pas s'engager dans cette guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on protège les nôtres. On a plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes qui sont là-bas. Tous ceux qui veulent revenir, on les aide à revenir en paix et en sécurité. Ensuite, on a des amis, des alliés qui sont frappés par l'Iran. Les Émirats arabes unis, le Qatar, Koweït, la Jordanie. Et là, on les aide, comme un partenaire de confiance, à se protéger. Cette guerre, elle est en train de bloquer une grande partie du commerce mondial, de bloquer du pétrole, du gaz. Donc elle est en train d'augmenter le coût de la vie dans beaucoup d'économies, de créer de l'instabilité. Donc là, de manière tout à fait pacifique, on est en train de se mobiliser pour essayer de sécuriser le trafic maritime. Il y a un tout dernier sujet, c'est le Liban, qui est en même temps aujourd'hui touché, très déstabilisé. On les aide à retrouver la paix et la légitimité, la souveraineté, le calme. Thomas Bonnet. Déjà, la première réflexion, et on se faisait la réflexion avec Eugénie sur ce plateau, moi j'ai l'impression que l'internaute qui lui pose une question a moins de 15 ans. Et je croyais qu'Emmanuel Macron voulait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Donc déjà, il y a un petit paradoxe. Après, sur la manière dont il répond, il y a quand même quelque chose un peu du professeur qui explique à une élève. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le même ton qu'il emploie parfois dans les allocutions qu'il fait pour l'ensemble des Français. Donc en fait, ça veut dire que c'est un peu comme ça qu'il nous perçoit aussi. C'est l'impression que ça me donne. Après, sur le fond, je laisserai à mon avis Pierre Lelouch, qui sera bien plus capé que moi pour dire s'il a raison de dire ce qu'il dit. Mais la forme est quand même assez étonnante, quoi. Alors, d'abord, la jeune fille, qui est une enfant. Sa voix témoigne du fait qu'elle a... Mais d'ailleurs, c'est étonnant, parce que le président, il ne voulait pas interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est pour ça, c'est très bizarre. Mais en revanche, elle dit quoi ? Elle dit, vous avez... Parce que vous pouvez enlever la guerre. Oui, mais elle dit autre chose avant, qui n'est pas forcément très agréable. Dans votre bouche, non ? Oui, c'est ça. Elle dit, vous avez trop ouvert votre... Bon. Alors évidemment, c'est toujours pareil avec Emmanuel Macron. La forme, parfois on parle plus de la forme que du fond. Alors on va nous dire, oui, vous parlez de la forme et c'est pas important. Mais la forme est tellement étonnante, c'est comme l'autre soir, qu'elle forcément, il y a une digression à côté. C'est-à-dire qu'on parle effectivement de quelque chose qui est un peu artificiel et qui vient percuter peut-être le fond, ou le message du fond. Enfin, en fait, Eugénie Bastier, qu'en pensez-vous ? Vocal sur Instagram. Qu'en pensez-vous ? Ça contraste avec ces interventions de la semaine dernière, avec, vous savez, les Rafales, le sous-marin, la Marseillaise, qui était il y avait une verticalité quand même très forte. Des images, je pense, qui d'ailleurs ont touché certains Français, qui ont vu une forme de grandeur de la France, etc. Et là, on rebascule dans quelque chose d'assez infantilisant, d'assez gnangnan. Je trouve qu'il y a un contraste. Et je ne suis pas sûre que ce soit le plus efficace pour rassurer les Français et pour donner une image positive. Je pense que la communication de la semaine dernière était meilleure. Pierre Lelouch. Je suis effondré, je comprends rien. Très honnêtement, je comprends rien. On est dans une situation de guerre et qui ne date pas d'hier. La France, elle est attaquée par l'Iran et le Hezbollah depuis 40 ans. On a eu une centaine de morts et plusieurs centaines de blessés au fil des attentats que l'Iran n'a jamais revendiqués, mais c'était eux. De Drakkar jusqu'à aujourd'hui, on est dans une situation où l'Iran présente un danger pour la stabilité d'un certain nombre de pays musulmans et pour nous. Bon. Après, il dit, voilà, je ne suis pas impliqué alors qu'on a des accords de défense. La première réaction, c'est, je ne suis pas au courant, on n'est pas impliqué. On est impliqué à fond. D'abord parce qu'on reçoit des drones sur notre base à Abu Dhabi. Deuxièmement parce qu'on a des accords de défense. On est engagé à protéger Abu Dhabi, où par ailleurs, il y a plusieurs dizaines de milliers de Français. Donc voilà, la situation c'est celle-là. Après, qu'ils ne veuillent pas être
dans le suivisme de la stratégie de Netanyahou ou de Trump, je peux comprendre, sans l'indépendance nationale. Mais qui ne prétendent pas que c'est une situation de paix, c'est pas possible. Tour de table avec André Vallini. André, comment allez-vous, André? Vous paraissez sombre ce matin. Non, vous me dites Je le dis pour oui, parce que je le dis pour les auditeurs d'Europe 1 qui ne voient pas votre visage sombre, et je le dis en revanche pour ceux de CNews qui le découvrent. L'actualité internationale fait qu'on n'est pas forcément Je suis d'accord, mais sujet à quel est le décryptage de cette séquence? Sur la forme, c'est un peu curieux. C'est vrai, je suis d'accord avec Thomas Bonnet, avec Eugénie Bastier. Sur la forme, c'est un peu curieux. Ça tranche avec ce qu'il a fait la semaine dernière devant le sous-marin. C'était très martial, très vertical. Il prend 6 points d'ailleurs, hein, vous avez vu? Oui. Le président de la République, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est l'effet drapeau qui joue immédiatement. C'est l'effet soldat de Poulon qui joue sur les hommes surtout. Ils adorent qu'on monte des sous-marins, des... Ben oui. Grâce à un sous-marin. Je l'ai vu avec mes enfants. Oui. Non, mais oui, parce que maintenant que vous avez 3 garçons, effectivement. Je crois que c'est un grand effet, le sous-marin. Là. Bon, oui, mais alors remonter grâce à un sous-marin, c'est pas si fréquent. Mais bon, donc sur la forme, c'est un peu curieux, c'est vrai. Ça tranchait avec la semaine dernière. Sur le fond, finalement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à redire. Il a dit quelle était la position de la France, celle qu'il tient depuis une semaine. Je ne suis pas choqué par ce qu'il a dit sur le fond. Il y a un manque de pédagogie quand même. Ah bah non, au contraire, là il y a une volonté de pédagogie quand même avec cet enfant. Un manque de pédagogie, c'est-à-dire pas un manque de pédagogie, mais la manière dont les adultes peuvent raconter l'histoire aux enfants, le point de départ de l'histoire. Ah tiens, ça c'est une bonne question d'ailleurs. Oui. Bah oui, parce qu'en fait là, pour moi, je raconterai pas ça à des enfants, par exemple. Je dirais, il y a un État qui est attaqué, qui s'appelle Israël. Autour d'Israël, il y a des terroristes. Et là, on a le sentiment que le président de la République a commencé par dire les États-Unis et Israël font la guerre à l'Iran. Mais reprenons l'histoire au tout début. Nous avons créé l'État d'Israël après la Shoah, après ce qui s'est passé en Europe. Mais c'est vrai que quand on parle, quand on évoque ce sujet, comment parler de la guerre à un enfant, je pense immédiatement à La vie est belle, ah bah oui, le film de Roberto Benigni, et qui évidemment n'est jamais arrivé, bien sûr, dans l'histoire. Un père qui prend son enfant comme ça dans un camp de concentration et qui lui fait croire qu'il est à Euro Disney. Exactement. Et que tout ça est un jeu. Et moi, j'ai appelé ma fille Dora spécialement par rapport à La vie est belle. Parce que c'est l'amoureuse Dora dans le film. Ouais. Bien sûr. Ouais. Georges Fenech. Oui, moi je trouve cette communication complètement décalée par rapport à la gravité du moment, c'est-à-dire nos bases qui sont aussi touchées, des Français, des milliers de Français qui attendent d'être rapatriés dans l'urgence. On a entendu M. Philippe Tabarot qui parle d'une situation même sanitaire. Et qui fait le travail, qui est présent sur le terrain. À 4h du matin, il est à Roissy quand les rapatriés arrivent. Du gouvernement, vous savez. En tout cas, c'est ce qu'on attend d'un ministre. Oui, absolument. Voilà, Oui, donc dans un moment vraiment où c'est la première fois qu'il y a un niveau de guerre, j'allais dire mondial, enfin en tout cas régional, qui s'élargit de plus en plus, je trouve que cette communication sur Instagram pour un enfant, ça fait un petit peu bisounours, quoi. Mais c'est surtout c'est décalé, quoi. Bon, ce qui me gêne le plus, c'est que le peuple français est traité comme des enfants. Et c'est infantilisant. Le professeur lui explique. Non, mais pas du tout, justement. Catherine Ney, elle a peut-être trouvé la formule qui convient. Elle m'envoie, elle me dit les enfants parlent aux enfants. Bon, c'est pas moi, hein. Je balance, hein, c'est pas moi. Les enfants parlent aux enfants. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est notre président, et dans ces temps de guerre, il faut quand même montrer que on se marre. Non, pas qu'on se marre, mais vous voyez ce que je veux dire. Je passe mon temps à dire, j'ai pas vocation à critiquer le président de la République matin, midi et soir. Le bilan parle pour lui, mais dans ces moments particuliers, et notamment lorsque la guerre est là, forcément, il doit exister une forme de droit de réserve, même si on n'est pas complètement d'accord. Devoir de réserve. Devoir de réserve, vous avez raison. Bon, en Iran, que se passe-t-il? La guerre au Moyen-Orient donc entre dans son 7e jour. L'armée israélienne a entamé une série de frappes à grande échelle sur Téhéran, visant les infrastructures du pouvoir, dans le cadre de ce qu'elle présente comme une nouvelle phase de son conflit contre l'Iran. On peut peut-être écouter Brad Cooper, qui est le commandant du commandement. Les titres des militaires, c'est toujours... j'aime beaucoup les militaires, ils ont des titres à rallonge, souvent. Et le commandant du commandement militaire, Brad Cooper, écoutez ce qu'il a dit.
Au cours des seules dernières 72 heures, la force de bombardier américaine a frappé près de 200 cibles en plein cœur de l'Iran, y compris autour de Téhéran. Au cours de la dernière heure, des bombardiers B-2 américains ont largué des dizaines de bombes perforantes de 2000 livres visant des rampes de lancement de missiles balistiques profondément enfouies. Si je regarde simplement les dernières 24 heures de l'opération, par rapport à la situation au début, les attaques par missiles balistiques ont diminué de 90% depuis le premier jour, et les attaques par drone de 83%. Cela étant, nous restons vigilants. Brad Cooper des États-Unis. Puis regardez cette image, je vais la commenter pour Europe 1, bien évidemment, et vous allez voir le président américain, il est dans le bureau ovale, et manifestement, c'est un moment de prière. Et ils sont autour, et ils touchent le président. Ils ne connaissent pas la laïcité aux États-Unis. Non, mais je vous assure, alors, je trouve que ce sont des moments absolument sidérants. Et le monde, avant de partir en combat, ils prient aussi. Oui, mais et bien sûr, mais le monde, effectivement, découvre ces scènes. Vous n'imaginez pas à l'Élysée, le président français. Il y a aussi le petit déjeuner de la prière, une tradition aussi. Pierre Lelouch. Il y a aussi le petit déjeuner de la prière. Et ces moments de prière sont ouverts aux plus proches, aux plus grands donateurs et aussi aux ministres. Ça dépend. C'est-à-dire que tous les jours, à la Maison-Blanche ? Tous les jours, non. Mais il y a une... Ah oui, mais il faut prier tous les jours. Non, mais... Je ne peux pas vous dire que ce soit tous les jours, mais c'est assez régulier à la Maison-Blanche. Et il y a une autre scène à la Maison-Blanche. Thomas Bonnet. Il y a l'équipe de football de l'Inter Miami qui était reçue hier à la Maison-Blanche. Donc vous aviez Lionel Messi qui était là, Donald Trump qui faisait des commentaires sur la manière dont la guerre évolue, et Lionel Messi qui applaudit à côté. Enfin, mais je ne l'ai pas vu cette image. C'était fou. Toute l'équipe de l'Inter Miami qui a gagné une coupe aux États-Unis, qui a donc été reçue avec Lionel Messi. Je demande à Marine. Avec Lionel Messi qui a applaudi quand. Vous l'avez montré dans la matinale de. Hier soir, on l'a. On va la chercher, on va vous la montrer. Pete Hegseth, on peut continuer, dit-il, et on a des munitions. Écoutez-le, et évidemment, il est côté américain, bien sûr. L'Iran espère que nous ne puissions pas continuer l'effort de guerre. Il se trompe gravement. Il n'y a aucune pénurie de volonté américaine ici. Nous continuons d'honorer nos morts, tous ceux qui se battent pour notre pays. Nous venons de le faire. Nous les honorons en renouvelant notre service avec un dynamisme retrouvé. Nous allons atteindre nos objectifs et notre volonté n'est que d'autant plus forte. Nous avons les munitions nécessaires, les armes offensives qui nous permettent de maintenir, pérenniser cette campagne aussi longtemps que nécessaire. Bon, vous l'avez compris, il y a deux endroits où le conflit existe, c'est-à-dire qu'à la fois en Iran, mais au Liban aujourd'hui. Et d'ailleurs, le président de la République a pris la parole sous forme de tweet pour demander que Israël épargne. Pour le Liban, nous devons agir. Tout doit être fait pour empêcher que ce pays proche de la France soit à nouveau entraîné dans la guerre. Les Libanais ont le droit à la paix, etc. Et là, Pierre Lelouch, je voulais votre expertise, parce que les Israéliens, on le dit depuis hier, ont le sentiment que c'est la der des der, que cette fois-ci, il faut évidemment exterminer le Hezbollah, en tout cas, oui, tuer les combattants du Hezbollah. Il y a une évacuation massive, on parle de 700 000 personnes. Je vois qu'elle est déjà fortement commentée dans la presse, et plutôt négativement. Bien sûr. Dans la presse française, à l'image d'ailleurs d'Emmanuel Macron, qui ne souhaite pas que cette opération aille jusqu'au bout, si je comprends bien le président de la République. Mais je voulais votre expertise sur cette offensive et les Israéliens qui avancent. Permettez-moi un mot d'histoire. Le Hezbollah est né en 82. C'est une excroissance directe du régime iranien. Ils se sont installés au Liban, à la fois comme un parti politique, mais aussi comme une force militaire qui tient entièrement le pays. Et les Libanais sont sous le joug de ce parti, longtemps affilié à la Syrie également, et qui reste là. Donc depuis 2024, et depuis avant ça la résolution 1701, il était convenu que les deux partis s'éloignent du Litani, qui est la frontière, et que le Hezbollah désarme. Et la demande du gouvernement libanais
après l'affaiblissement qui a résulté de l'offensive de juin dernier des Israéliens, c'était la demande du gouvernement libanais, c'était de désarmer le Hezbollah, qu'il devienne un parti comme les autres, représentant la communauté chiite. Parce que, comme vous le savez, au Liban, il y a 3 communautés, les chiites, les sunnites et les chrétiens. Voilà. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas désarmé. Et quand l'ayatollah Khamenei a été tué, le mouvement libanais pouvait avoir le choix soit de rester libanais et de ne pas s'en mêler, soit de prendre fait et cause pour l'Iran et d'attaquer Israël. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont attaqué Israël. Et du coup, les Israéliens, cette fois, ont décidé d'en finir avec ce parti qui représente l'Iran à l'intérieur du Liban. Et tous les gens que vous pouvez parler au Liban ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les débarrasse de ce corps étranger qui est en fait le représentant de l'Iran à l'intérieur du Liban. Position d'Emmanuel Macron. Dans ce moment de grand danger, je demande au Premier ministre israélien de ne pas étendre la guerre au Liban. Mais qui est-ce qui étend la guerre au Liban? Non, mais il y a une violation du droit international par le Hezbollah. Il y a une ingérence du Hezbollah au Liban. Et dans ce que fait Emmanuel Macron, il semble mettre sur un même pied d'égalité le Hezbollah et Israël. C'est en ça où ça ne va pas dans ce message. Vraiment. Après, la France est quand même l'allié du Liban et demander une protection des civils libanais et peut-être de la mesure à Israël, je pense que le président est dans son rôle d'essayer de demander de la mesure dans la riposte israélienne. Non, il ne demande pas de la mesure, il demande de renoncer. Dans ce moment de grand danger, je demande au Premier ministre israélien de ne pas étendre la guerre au Liban. Et il dit plus tard, le Hezbollah doit renoncer aux armes, respecter l'intérêt national, montrer qu'il n'est pas une milice aux ordres de l'étranger et permettre aux Libanais de se rassembler pour préserver le pays. Ce que ne fera pas le Hezbollah. Donc demander le cessez-le-feu, c'est juste pérenniser cette situation. En fait, c'est là qu'est le problème, en réalité. C'est ça qui est effectivement... Le meilleur moyen d'aider le Liban, c'était pareil. Le meilleur moyen d'aider le Liban, c'est quoi? C'est le cessez-le-feu et de garder le Hezbollah, ou bien d'essayer d'en finir avec cette armée qui représente André Valigny. Je vous sens, André Valigny, alors je disais sombre tout à l'heure, je vous sens gêné aux entournures. Je vous soupçonne de ne pas être d'accord avec la position d'Emmanuel Macron et de ne pas oser le dire. Sur le Liban? Sur ce que nous disons là. Oui, on ne parle pas de... Le Liban est un pays martyr. Pierre Lelouch a rappelé l'historique de ce qui se passe dans ce pays depuis 1982. C'est un pays martyr qui n'arrive pas de lui-même à se débarrasser du Hezbollah. Le Hezbollah est un parti politique militarisé, armé jusqu'aux dents, qui menace Israël, qui tape sur Israël, qui frappe Israël, le nord d'Israël, depuis trop longtemps. Donc évidemment, Macron a raison de dire allez-y avec mesure, il y a des populations civiles, il y a des populations civiles. Il y a 700 000 personnes qui vont être... Il ne dit pas ça, Emmanuel Macron. Mais comment vouloir à Israël de vouloir se débarrasser enfin du Hezbollah? C'est un déchirement. Il ne dit pas ça, Emmanuel Macron. Il dit arrêtez. Je suis désolé de vous le dire. Et c'est pour ça que vous êtes gêné aux entournures. Vous êtes tellement gêné que... Ce sont des sujets, on ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Le président de la République, il a une... compliqué, c'est très subtil. Parfois de caricaturer les positions des uns et des autres. Attendez, c'est de ma faute. Non mais vous êtes gonflé. Je veux dire, je lis ce que dit le président. C'est le président qui a pris cette position. Le président, il dit pour le moment, dans ce moment de grand danger, je demande au Premier ministre israélien de ne pas étendre la guerre au Liban. C'est clair. Il a demandé un cessez-le-feu. Je suis désolé, enfin, il y en a marre, je caricature rien du tout. Vous êtes gêné aux entournures. Je suis gêné par la situation, c'est un déchirement. Vous êtes gêné de dire que vous n'êtes pas sur la position d'Emmanuel Macron. Voilà, mais vous avez le droit. Le Liban est un pays souverain qui devrait de lui-même réussir à neutraliser le Hezbollah. Il n'y arrive pas. Eugénie Bastier. Eugénie Bastier. Est-ce que vous pensez qu'une campagne aérienne peut permettre d'éliminer que ce soit les mollahs en Iran et le Hezbollah au Liban? Est-ce que juste par le ciel, par les airs, par des bombardements, quand on voit que sur la bande de Gaza, sur un petit territoire, on a bombardé pendant 2 ans et même le Hamas n'est pas réduit à portion congrue, comment faire? Enfin, il va falloir un moment, est-ce qu'il ne va pas falloir des troupes au sol, à la fois en Iran et à la fois... sinon, ça ne marchera pas. La question, est-ce qu'on change un régime par un bombardement? La réponse est non. Et c'est tout le problème en Iran. Côté Liban, les Israéliens sont au sol, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir le désarmement du Hezbollah, donc ils sont allés au sol. Et c'est d'ailleurs très risqué. C'est là qu'ils ont d'ailleurs le plus grande perte, c'est dans cette guerre, dans des collines extrêmement rocailleuses, où les autres ont des grades, des trous, des tunnels. C'est très risqué. Je vous propose d'écouter, je vais peut-être, parce que vous êtes à l'antenne à 11h. Oui, on va aller préparer l'émission.
Vous préparez les émissions. Ça, c'est franchement, Thomas, vous avez raison. Bon, vous serez à 11h. À 11h pour 100% tiers, on parlera évidemment de la situation au Moyen-Orient. Eh bien, écoutez, d'abord, merci d'être venu et vous étiez indispensable en ce début d'émission. Écoutons Eval Zamir, il est à l'état-major israélien et il parle précisément de l'opération en cours. Neutraliser et détruit plus de 60% des lanceurs de missiles balistiques, ce qui constitue une avancée considérable qui réduit les dommages causés au front intérieur et sauve de nombreuses vies. Après avoir mené à bien la phase de frappe initiale surprise, au cours de laquelle nous avons notamment pris le contrôle de l'espace aérien, nous passons désormais à la phase suivante de la campagne, au cours de laquelle nous intensifierons les dommages causés au fondement du régime et à ses capacités militaires. Barrault lui a pris la parole. Aide au Liban, c'est le message du ministre des Affaires étrangères. Deuxième des choses, c'est évidemment de soutenir les forces armées libanaises qui ont vocation à poursuivre le désarmement du Hezbollah qui doit rendre ses armes. Et pour cela, nous allons livrer à l'armée libanaise des véhicules blindés pour leur permettre de mener leurs opérations. Et puis enfin, il faut apporter un soutien humanitaire aux populations qui, par dizaines de milliers, sont désormais déplacées et éloignées de chez elles. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé que 5 tonnes d'aide médicale, de matériel médical, que plusieurs tonnes de matériel humanitaire seraient dépêchées et arriveraient dès la semaine prochaine au Liban. Eh bien, écoutez, il faut saluer évidemment cette initiative, mais c'est vrai que souvent, on a le sentiment de vœux pieux. On dit les choses telles qu'on voudrait qu'elle soit. Lorsque le président de la République dit le Hezbollah doit renoncer aux armes. Mais c'est ça que je ne comprends pas dans la communication. On sait bien que le Hezbollah ne renoncera pas aux armes. Alors je m'interroge, pourquoi le dit-il ? Pourquoi ce vœu pieux ? On est devenus des commentateurs de l'histoire, malheureusement. Oui, mais ça me satisfait pas, je veux dire, comme explication. Moralisateurs de l'histoire. Le président de la République, rappelez-vous, Pierre Lelouch, s'est rendu 2 fois au Liban pour expliquer à la classe politique libanaise comment faire une démocratie. Rappelez-vous, oui. Il est revenu. Et je vais revenir, attention, je vais vérifier que vous faites bien ça. Et tout le monde l'a ridiculisé. Tout le monde se moquait au Liban. Parce que les équilibres sont extrêmement anciens et difficiles entre les chrétiens, les sunnites et les chiites. Et ils n'y arrivent pas. Rachel Kahn. Ce qui n'est pas dit, c'est que si la France intervient au Liban, elle devient de fait l'allié d'Israël. Et je pense qu'au Quai d'Orsay... Elle ne va pas intervenir. Non, mais... Et qu'au Quai d'Orsay, et que pour le président Macron, c'est très dérangeant. Et il y a de l'interne aussi, il y a une communication interne, une politique intérieure. André Vanini. Il y a quand même 700 ou 800 soldats dans la finule en ce moment qui sont au milieu de tout ça. Donc c'est André Vanini. On a juste oublié un élément, me semble-t-il, dans le débat. Oui, je fais juste une parenthèse. Quand vous dites la finule, les gens, ils ne savent pas ce que c'est. La force d'interposition. Et c'est là qu'on doit en permanence expliquer. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est quoi la finule ? Donc c'est une force d'interposition de l'ONU qui est là depuis plusieurs décennies. Exactement. Donc c'est l'ONU dans laquelle nous jouons un rôle important. Donc pensons toujours, parce que l'international, je vous assure, les gens qui nous écoutent, et évidemment, ils sont parfois... C'est très compliqué pour eux. Alors il faut qu'ils sachent que la France, elle est présente au sud Liban depuis des décennies, sous un mandat de l'ONU. Elle regarde les combats parce qu'on n'y participe pas. On devrait presque avoir une carte en permanence de géographie sous les yeux et de la montrer en permanence. André. Oui, non, je voulais juste rappeler que c'est le président du Liban lui-même qui a demandé à Emmanuel Macron d'intervenir sur Netanyahou pour éviter l'intervention. Donc ça compte aussi pour Macron. Il a été sollicité par le président libanais. Lequel est un allié du Hezbollah. Voilà. Mais oui. Et oui. Il a pu être nommé président au bout de plusieurs années de vacances, uniquement parce que le Hezbollah a donné son accord. Le Hezbollah au Liban tient tout, y compris la livraison des générateurs quand il n'y a pas d'électricité. Il tient les systèmes sociaux. C'est un État dans l'État. C'est un État dans l'État. Et sans l'appui du Hezbollah, le chrétien ne pourrait pas être aujourd'hui président du Liban. C'est ça la situation, c'est très complexe. Et de dire il faut que ça s'arrête, je demande un cessez-le-feu, en fait c'est une blague. Et la France doit faire autre chose, il me semble, que d'être le commentateur de situations qu'elle ne contrôle pas. C'est ma différence avec Macron. Moi, encore une fois, je ne suis pas en désaccord avec... Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement au Liban ? On ne peut pas faire grand-chose concrètement. Donc on dit rien, on se tait. Tant que le Hezbollah est là, et tant que le régime
iranien est tenu par les islamistes, il y aura un problème. On pourrait au moins s'abstenir de demander aux Israéliens de ne pas y aller. Voilà, déjà. Au moins. Et deuxièmement, il faut qu'on ait une décision sur qu'est-ce qu'on fait avec l'Iran. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Iran? Est-ce qu'on reste regarder le match entre Israël, États-Unis d'un côté et l'Iran, ou bien on écoute ce que dit le fils du Shah qui nous dit, attendez, prenez parti. Vous avez bien pris parti la dernière fois en ayant crédit. Oui. On l'écoutera tout à l'heure. Mais effectivement, il y a aussi un enjeu de politique intérieure. Alors, dans cette séquence, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est le Mossad. Et c'est vrai que le Mossad, il y a une forme de mythologie qui entoure le Mossad. Parce qu'on a l'impression, sans doute à raison, que c'est peut-être les meilleurs services secrets du monde. Et puis on entend tout, et parfois des légendes. Je pense notamment à lorsque j'ai lu qu'il y aurait eu géolocalisation parce que des dentistes auraient infiltré la société iranienne et auraient posé des couronnes ou des bridges avec des puces pour géolocaliser. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais j'ai demandé à un spécialiste, c'est très dur d'avoir des spécialistes du Mossad, et puis on est vraiment dans un domaine où ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Bon. Mais il y a quand même un spécialiste. Il s'appelle Michel Bar-Zohar et il est en direct avec nous. C'est un ancien député israélien. Bonjour, monsieur Bar-Zohar. Et merci si vous pouvez nous éclairer. Je disais, il y a une part de mythologie, il y a une part de John le Carré, il y a cette dimension-là avec le Mossad. Par exemple, ce dont je viens de parler à l'instant, vous avez entendu cette légende urbaine, peut-être des puces qui auraient été infiltrées, c'est pas le bon mot, posées dans des couronnes de mâchoires de dirigeants iraniens. Tout cela est évidemment faux. Monsieur Bar-Zohar, bonjour. Bonjour. Écoutez, bien sûr, quand vous parlez d'une mythologie et d'une légende qui est autour du Mossad, et le Mossad n'essaie même pas de la nier, parce que c'est bon, mais je dois dire franchement que en Iran, le Mossad est extrêmement actif. Et le Mossad a plusieurs agents locaux surtout, vous savez, qui sont une partie qui sont des Perses et une partie qui viennent des tribus des Azers, des Beloutchis, des Turkmènes, des Kurdes. Et il est très actif en Iran. Et il y a même un groupement qui est comme une petite armée du Mossad. Et pendant les dernières, pendant la guerre des 12 jours, ce petit groupe qui est, je crois quand même, qui est plus de 100 personnes, ils ont détruit toutes les positions anti-aériennes qui avaient autour de Téhéran et permis comme ça aux avions israéliens d'agir en toute impunité dans le ciel d'Iran. C'est pour la première fois que le Mossad emploie vraiment une petite armée qui est en fait munie de drones, de fusées à courte portée et qui les a employés dans cette guerre intérieure. Le Mossad aussi connaît presque tout ce qui se passe dans les cercles gouvernementaux d'Iran. Vous savez qu'il y a environ 2 ans, les Iraniens se sont aperçus qu'ils sont noyautés par des agents du Mossad. Alors, ils ont créé un département spécial contre la pénétration d'espions israéliens au sein du Mossad. Ils ont mis à la tête un général qui était très proche du gouvernement, qui était Ali Nassiri. Et au bout de 15 jours, ils se sont aperçus que M. Nassiri lui-même était un agent du Mossad. Il s'est enfui avec toute sa suite pour Israël. Et c'est pour cela que aussi le Mossad a suivi de très près l'endroit et le temps où va se trouver Khamenei, le chef suprême. Vous savez que pendant la guerre des 12 jours, il était protégé dans son bunker sous la terre. Et cette fois, on savait exactement quand est-ce qu'il va remonter, parce que tous les samedis à 8h du matin, il y avait une réunion de tous les chefs politiques et militaires iraniens
Et le Mossad avait pensé d'attaquer le 21 février. Je vais vous interrompre parce que je vais vous interrompre parce que la liaison n'est pas extraordinaire et je vais vous interrompre d'abord parce que c'est le journal de 20h32. On voulait vraiment cet éclairage quelques secondes et puis je vais renvoyer ensuite à vos écrits et à ceux que ça intéresse bien évidemment qui pourront se procurer les livres et les documents que vous avez écrits là-dessus. Je rappelle évidemment que vous êtes un spécialiste du Mossad, mais on avait des petits soucis de liaison. Somaya Labidi à 9h32 pour nous rappeler les titres. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Israël a lancé la deuxième phase de sa guerre contre l'Iran avec une série de frappes à grande échelle sur Téhéran. Des frappes visant les infrastructures de ce qu'il reste du pouvoir, tout en poursuivant ses bombardements dès l'aube sur la banlieue sud de Beyrouth, zone qui abriterait l'un des fiefs du Hezbollah. Pendant ce temps, Donald Trump juge que des troupes au sol en Iran seraient une perte de temps. Une telle option serait superflue, a-t-il déclaré au micro de la chaîne NBC News, puisque selon le président américain, les Iraniens ont déjà tout perdu. Et puis aucun pays de la région n'est épargné par le conflit. Le Qatar dit avoir intercepté avec succès une attaque de drone contre la base américaine d'Al-Udeid, la plus grande installation militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Somaya. Vraiment, merci à Monsieur Barzoa. Un petit truc à dire sur le Mossad et les dentistes. Vous savez que... Mais c'est bidon, hein. Oui, mais c'est pas ça. C'est simplement que lorsque vous avez des terroristes qui ont la bouche ouverte, avec la fraise devant, ils parlent. C'est-à-dire que c'est comme ça aussi que le Mossad, il y a beaucoup de dentistes au Mossad, parce qu'en fait, c'est... Non, mais vraiment. Oui, par contre, ça, c'est... Rachel, non, vraiment. Non, mais oui, la torture. Oui, je suis désolée, mais c'est pas une histoire de puce, c'est pas une sorte de puce, de machin, etc. Bon. C'est la vérité. Pas aller là-dedans. Bon, je vous remercie en tout cas, Monsieur Barzoa. Et vous parliez tout à l'heure de l'interview qui était vraiment remarquable, de Laurence hier de Reza Pahlavi. Vous pouvez la revoir d'ailleurs et je pense qu'il faudra la rediffuser quasiment intégralement parce que c'était un très moment assez fort pour la France. Je l'ai suivi du début à la fin et j'ai trouvé que Laurence Ferrari avait balayé l'ensemble des aspects d'une situation très complexe. L'interview était vraiment excellente et Pahlavi était excellent lui-même. Hein. Bien sûr. Je le connais un peu. C'est quelqu'un qui est très, très, très respectable, qui a une solution de transition sans doute, mais une solution pour l'Iran. J'ai trouvé cette interview excellente des deux côtés, Ferrari et Pahlavi. Bon, il faut rappeler. Vous avez parfaitement raison. Mais Laurence est Laurence est une des meilleures, sinon la meilleure intervieweuse aujourd'hui sur la place de Paris, comme on dit. Je vous propose d'écouter le sujet de Noémie Hardy d'abord, avant d'écouter Monsieur Pahlavi. Choisir le successeur, c'est l'enjeu notamment de la Maison Blanche. Choisir le successeur de Ali Khamenei, c'est l'objectif de Donald Trump. Le président des États-Unis lève toute ambiguïté. Il l'a déclaré hier après-midi dans une interview. Je dois être impliqué dans cette nomination. Le fils de Khamenei est inacceptable à mes yeux. Nous voulons quelqu'un qui apporte l'harmonie et la paix à l'Iran. Si Donald Trump souhaite l'harmonie et la paix en Iran, Reza Pahlavi, lui, pense l'apporter. Le fils du Shah se rêve déjà en successeur. Invité sur notre antenne, il a réaffirmé vouloir se présenter aux Iraniens. L'alternative doit aussi être légitime pour avoir vraiment une solution et qui permettra de raccourcir cette période de conflit. Je me présente avant tout parce que beaucoup d'Iraniens me l'ont demandé. Comme être un élément, si vous voulez, le leader de transition. Je ne fais pas campagne personnelle. D'Iraniens de la diaspora ou d'Iraniens d'Iran? Surtout à l'intérieur. Si à Paris, les drapeaux de l'Iran avant la révolution islamique flottaient dans les airs dimanche dernier, cette candidature ne fait pas l'unanimité chez les Iraniens. Certains redoutent une dictature déguisée. De son côté, Donald Trump ne semble pas plus convaincu par son profil. Il a récemment déclaré qu'il préférait quelqu'un de l'intérieur. Donald Trump, intervention de Donald Trump, que pense-t-il de M. Pahlavi ? Monsieur le Président, Reza Pahlavi est-il une option dans votre esprit ? Je suppose que certaines personnes l'aiment bien. On n'y a pas trop réfléchi. Il me semblerait que quelqu'un de l'intérieur serait peut-être plus approprié. Je l'ai déjà dit, il a l'air d'être une personne très gentille. Mais il me semble que quelqu'un qui est là, c'est populaire actuellement, s'il y en a eu. Mais nous avons des gens comme ça.
Nous avons des personnes plus modérées. C'était des radicaux fous. Tout ce qu'ils font, c'est tuer des gens. Eugénie Bastier. Évidemment, on peut être un peu gêné par la manière dont Donald Trump balaye cette hypothèse, comme il avait balayé Corina Machado. Vous vous souvenez, l'opposante vénézuélienne. Au Venezuela aussi, il avait une option, qui était quand même le président élu, reconnu par la communauté internationale. Il y avait ses opposantes, Corina Machado, qui avait reçu le prix Nobel de la paix. Et on a l'impression qu'il veut choisir lui-même, quoi. Il y a quelque chose d'un peu de l'ordre du caprice. Il veut choisir lui-même, il veut avoir le dernier mot. Et je trouve ça pas juste pour les Iraniens, parce que de la même manière que les gens de gauche disent c'est pas au Shah de revenir, c'est pas à la gauche de décider qui va diriger l'Iran, c'est pas non plus à Donald Trump, ça devrait revenir aux Iraniens. Et effectivement, je trouve que M. Pahlavi a une parole très forte et très juste depuis le début de ce conflit. Eugénie a complètement raison. C'est pas à Trump de décider qui va diriger l'Iran. D'ailleurs, ce serait une erreur qu'il vienne dans les valises américaines. Dans le cas de Mossadegh, c'était une grave erreur. Et les Iraniens se souviennent encore du rôle de la CIA et du MI6 en 1953, quand ils ont imposé un dirigeant à l'Iran. Donc, restons, je vous assure. D'accord. Restons en 2026. Pascal, 2026 s'explique par 1953. Vous avez raison. Donc, voilà. Alors, bah oui. Vous avez raison. Et croyez-moi, deuxièmement... Peut-être qu'il leur rend service, n'empêche, en lui disant qu'il ne veut pas lui... Deuxièmement, vite. En Iran, il y a 53% de Perses et 47% d'autres choses, c'est-à-dire des Azéris, des Turkmènes, des Baloutches, des Kurdes. Il y a 10 millions de Kurdes. Il y a 10 millions de Kurdes ici, il y en a plein aussi en Turquie, le tiers de la population de la Turquie. Et c'est le seul peuple, en 1918, au moment de Versailles, qui n'a pas eu d'État. Et cela continue à se battre. Donc, l'idée d'utiliser ces minorités pour prendre le pouvoir, à mon avis, serait une catastrophe aussi. C'est une idée avec laquelle M. Trump joue. La vérité, c'est qu'on a devant nous une situation très incertaine. On ne sait pas si le peuple iranien peut se soulever. C'est pour ça que les Israéliens tapent tous les systèmes de sécurité, les bassidjis, les gens qui tiraient dans la rue contre la foule. C'est ces commissariats qui sont en train de détruire. Est-ce que ce sera suffisant pour permettre au peuple iranien de s'en sortir sans trop de casse? La vérité, c'est qu'on va très probablement avoir des violences, comme il y a eu en 79. Quand Khomeini est rentré, il y a eu 3 mois de violence extrême, où le système Khomeini s'est imposé par les armes. Je voudrais qu'on écoute M. Pahlavi, mais c'est vrai que je vous brusque un peu, et j'ai bien tort, parce qu'on apprend beaucoup de choses quand vous parlez, notamment, effectivement, qu'en 1918... Non, mais qu'en 1918, les Kurdes soient le seul peuple qui n'ait pas eu d'État avec les Ukrainiens. Avec les Ukrainiens. Et effectivement, on voit les conséquences, bien sûr, de tout cela. Et c'est pour ça que, en même temps, ceux qui nous regardent sur ces sujets-là, ils ne savent pas, ils n'ont pas votre expertise, votre connaissance. Mais c'est pour ça qu'on est là. C'est exactement. Écoutons Monsieur Pahlavi hier. Vraiment, alors ceux qui connaissent le visage du Shah sont frappés par la ressemblance de son fils, bien sûr. Et puis au-delà de ça, dans la forme, la manière dont il le dit, il y a une très grande hauteur de vue, me semble-t-il, et il a demandé notamment que la France choisisse son camp. Jusqu'à récemment, l'Europe en général, par exemple, pour mettre les gardiens de la Révolution sur la liste terroriste, ça a pris beaucoup de temps. La France était l'un des derniers pays à s'y rejoindre. Et je pense qu'aujourd'hui, la France doit faire son choix. Êtes-vous cette fois-ci du côté d'un peuple qui veut se libérer? La France, terre de liberté, de fraternité, d'égalité, de laïcité. Est-ce qu'on veut toujours chercher une solution avec une continuité d'un régime religieux, avec les mêmes têtes qui ont jusqu'à présent représenté ce régime, ou alors on trouve une solution au-delà de ça? Je pense que c'est dans l'intérêt non seulement, dirais-je, national, de point de vue de sécurité, parce qu'un Iran stable, un Iran libre, permet à la fois de stabiliser la région, qui est aussi bien pour l'Occident, mais surtout ce qui est à venir. Plus loin tu vois dans le passé, plus loin tu verras dans l'avenir. C'est bien. Mais vous savez... Churchill. Deuxième passage de M. Pahlavi, c'est lui qui se propose d'assurer la transition. Je me présente avant tout parce que beaucoup d'Iraniens me l'ont demandé.
comme être un élément, si vous voulez, le leader de transition. Je ne fais pas campagne personnelle. D'Iraniens de la diaspora ou d'Iraniens d'Iran? Surtout à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai le soutien des militaires, des intellectuels, des universitaires, des avocats, des écrivains, des athlètes, des ethnies, des minorités religieuses, enfin bref, tous les secteurs de notre société. Ceux qui ont été les plus responsables dans le meurtre de mes compatriotes, et c'est justement ces soi-disant modérés. Alors, est-ce que vous pensez qu'il trouvera? S'ils veulent chercher, ils peuvent chercher. Je ne dis pas que je ne suis pas contre l'idée d'aller chercher quelqu'un à l'intérieur. Ça aurait toujours été mieux. Et moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt à travailler avec des éléments à l'intérieur, à condition, encore une fois, qu'ils soient légitimes, qu'ils soient acceptables pour le peuple dans un contexte d'une coupure totale de ce régime. Georges Fenech. Non, simplement, je voudrais rappeler que pendant les soulèvements des Iraniens qui a fait des dizaines de milliers de morts, hein, c'était au mois de juin, je crois, c'est le seul nom qui était scandé. C'était le sien, Reza Pahlavi, par la foule. Et tous les franco-iraniens et iraniennes qu'on a reçus sur ce plateau, tout le monde nous disait ça peut être la bonne solution de transition. Peut-être pas pour rétablir une monarchie, mais en tout cas pour un régime provisoire qui permettrait aux Iraniens de décider plus tard de leur avenir. En évitant la guerre civile, c'est tout. En évitant la guerre civile, voilà. C'est ça qui me fait le plus peur, c'est que le pays est très divisé et il y a beaucoup de violence à l'intérieur. Dernier passage de M. Pahlavi, la stabilité en Iran, c'est évidemment la stabilité en Occident. L'Occident, surtout, doit comprendre pourquoi cette stabilité, au fait, aide à stabiliser aussi l'Occident. L'Occident qui est aujourd'hui menacé de cet extrémisme religieux que l'on voit maintenant sur des territoires européens ou ailleurs. Et la seule antithèse, le seul remède, c'est de revenir à une stabilité de modération, d'aider à ce que l'islamisme, dans le sens radical, n'existe plus, et que la laïcité n'est pas contre les religions. La liberté des religions, y compris l'islam, que ce soit sunnite ou chiite. Mais on n'aura pas obtenu cette liberté de religion sous l'égide d'un régime idéologique qui écrase toute autre personne ou croyance. C'est là la différence, ça touche tout le monde. Il est en train de dire qu'en période de guerre, le en même temps n'est pas possible. Et oui, il faut avoir une ligne intérieure, européenne et internationale. Et ça, c'est un vrai sujet par rapport à Macron. Moi, je ne suis pas, comme vous, hein, je ne suis pas là pour taper sur moi Macron. non plus. Hein. Mais bon, comme Français, je me dis, mais c'est quoi notre camp dans cette histoire? Oui. Est-ce que c'est le camp de quelqu'un qui aspire à la liberté, qui veut le camp des massacrés dans les rues de Téhéran au mois de janvier? Ou bien est-ce que c'est de continuer à soutenir ce régime en disant on s'en mêle pas? La vie ne s'arrête pas à Tel Aviv, retour en Israël. Et nous étions avec Régine Delfour, et puis vous avez peut-être vu ce mariage. Et j'avais demandé à Régine, est-ce que vous pourrez retrouver les mariés qui puissent témoigner, et puis ceux qui étaient également dans le parking? Parce qu'un mariage, parfois, on l'oublie quand il est traditionnel, mais la manière dont ils se sont mariés, bien, ils ne l'oublieront pas. Et il y avait quelque chose d'émouvant et même, disons-le, de beau dans ce mariage. Et Régine, qui est sur place, et on salue évidemment Sacha Robin, Fabrice Elsner, Thibaut Marcheteau, et on leur souhaite, évidemment, ils ont toutes nos pensées, et on leur envoie nos bonnes ondes, qu'ils fassent attention à eux, bien sûr. Nous allons voir le sujet de Mathilde Ibanez sur le mariage dans ce parking. Ils se sont dit oui dans ce parking souterrain. Malgré la guerre, ils ont quand même voulu célébrer leur mariage. On est très effrayés par ce qui se passe dans le monde, mais on voulait célébrer l'amour que l'on ressent l'un pour l'autre. On s'est dit, ok, pourquoi pas le parking du centre commercial? Et ça reste magique. D'origine argentin, il était impensable pour lui de ne pas fêter avec sa famille cette étape de vie importante. J'étais très triste car je viens d'Argentine et toute ma famille et mes amis sont venus spécialement pour le mariage. Ma famille a peur, alors on a dit ok, on le fait dans le parking. C'est un endroit sûr et grand et si une alarme retentit, on peut se mettre ici. Un lieu atypique qui a réuni plus de monde que prévu.
Comme Michael, qui ne s'attendait pas à tomber sur un tel événement alors qu'il cherchait juste à se réfugier. Et à ce moment-là, une alerte est survenue et les gens ont commencé à affluer dans le parking et ce qui devait être un événement finalement assez intime est devenu un événement public et tout le monde a sorti son téléphone et la joie a commencé à exploser. On a senti la solidarité, donc c'était un événement exceptionnel. Si les Israéliens vivent au rythme des alarmes, rien ne les empêche de continuer à vivre et de prôner l'amour. Dans les informations du moment, on va être avec Régine Delfour dans une seconde d'ailleurs. Il y a des explosions entendues à Tel Aviv après une alerte missile iranien. Une série d'environ 8 explosions a été entendue. Je vous lis une dépêche qui arrive à l'instant, qui est 9h42, vous voyez. Il y a peu, l'armée a identifié des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'État d'Israël. Les systèmes de défense sont en cours d'activation pour intercepter cette menace, a déclaré l'armée dans un communiqué. Et puis il y a également alerte téléphonique aux habitants sur des menaces potentielles de missiles, cette fois à Dubaï. Et je ne suis pas étonné parce qu'il se trouve qu'on a tous des relations et parfois des amis qui sont à Dubaï. Et tout à l'heure, j'essayais de joindre quelqu'un que je connais assez bien, qui est à Dubaï et qui m'a envoyé une photo, effectivement, de son portable, précisément. Et on voit, vous voyez, alors je peux l'envoyer d'ailleurs à Marine Lançon, ce qui arrive sur le portable où on te dit... faut bouger, accès à la position requise, etc. Et vous devez immédiatement, un missile est en train d'arriver. Vous savez pourquoi les uns se marient dans des parkings dans la joie et les autres ont très très peur à Dubaï? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bunker à Dubaï. Oui, bien sûr. Dans les pays arabes, il n'y a aucune protection des populations civiles. En France non plus d'ailleurs. J'étais en charge de ça. Oui, mais bon, on est complètement à poil là-dessus. Oui. Donc la différence, bah oui, c'est notre doctrine de défense. Je suis d'accord avec vous. Garder la plus grande vulnérabilité pour la population, ce qui est une aberration. Donc les pays du Golfe n'ont aucune protection pour la population civile, d'où la panique. Je suis d'accord avec vous, mais la France est peu attaquée depuis 1944. Donc je veux bien qu'on construise des missiles. Si on pouvait construire des hôpitaux d'abord, si on pouvait investir massivement dans beaucoup de choses, bon, bien sûr, on peut aussi construire partout des abris anti-missiles. Mais Pascal, la leçon de la guerre en Ukraine, c'est que les armes nucléaires ont été contournées et que les gens meurent dans les immeubles. Et je vous dis que c'est l'un des grands trous noirs de notre politique de défense de ne pas protéger la population. J'entends bien, et merci en tout cas de nous alerter. Alors les Français qui sont bloqués, on en parle à Dubaï précisément, et vous allez voir Jean-Noël Barrot qui a pris la parole. Il y aurait 5000 personnes qui veulent revenir, mais il n'y a pas d'avion. Nous sommes d'accord. Et il y aurait 400 000 personnes qui seraient au Moyen-Orient, 400 000 Français. Visiblement, elles ne veulent pas toutes revenir. Et c'est déjà ça. 5 000 personnes à rapatrier en France. Écoutez Jean-Noël Barrot. C'est environ 5 000 personnes qui souhaitent quitter la région, dont 80% aux Émirats Arabes Unis. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, d'une part, affrété des vols. 4 vols sont partis de l'Égypte, d'Oman et des Émirats Arabes Unis. 3 autres sont programmés et sont en cours d'affrètement. Et puis nous avons insisté auprès des autorités émiriennes pour qu'elles puissent accélérer la cadence des vols qui, au départ des Émirats, gagnent la France. Écoutez, Madame Carlois sur l'avion qui a été détourné. L'avion qui est revenu à son point de départ qui était vide. Était vide cet avion? Avec l'équipage. Avec l'équipage. Écoutez. Je pense que le message important ce matin, c'est de dire cet avion-là, dans ces conditions-là, à cette heure-là, sur ce créneau-là, ne présentez pas les conditions de sécurité, mais nous avons d'autres vols, plusieurs vols, qui sont en ce moment en train d'être programmés pour permettre à nos concitoyens. Dès aujourd'hui, absolument. Qu'aujourd'hui, vous avez certains espaces aériens qui sont encore ouverts. C'est le cas du Sultanat d'Oman, c'est le cas de la Jordanie, c'est le cas de l'Égypte, c'est le cas du Liban. Et lorsqu'ils peuvent partir en sécurité par un vol commercial, nous leur recommandons de le faire, y compris nous avons des concitoyens qui sont arrivés à Londres, qui sont arrivés avec des vols, pas nécessairement à Paris directement. Éléonore Carrois, ministre déléguée aux Français de l'étranger. Il est 9h51 et c'est le carillon d'Europe 1.
C'est le moment. C'est un moment de légèreté quand on vous voit, cher Thomas Hill. Je suis là pour la légèreté, moi. Non, pardon ? Oui, je suis là pour la légèreté. Hein. Non, d'abord vous êtes dans quel studio ? Parce qu'il y avait des petits soucis de studio ce matin sur l'antenne. Alors nous ça va, notre studio fonctionne très bien, c'est le studio Coluche et nous il n'y a pas de problème. C'est l'autre studio, le Lagardère, qui a des petits soucis effectivement. Bon, quel est le programme ? Pourquoi ça résonne comme ça aujourd'hui, hein ? Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Allô ? Il y a de l'écho. Il y a de l'écho.